Voilà, je m'appelle Sébastien Guillermin et je suis en deuxième année de doctorat et je vais vous présenter un des chapitres de ma thèse qui s'intitule « Dynamique des communautés coralliennes des récifs isolés de Nouvelle-Calédonie dans le contexte du changement climatique ». C'est une thèse qui est cofinancée par le Parc naturel marin de la mer de Corail et l'IRD. Et je suis co-encadré par Fanny Ulbrech et Mohsen Kayal, tous deux chercheurs à l'IRD. Alors, pour commencer mon introduction, je vais vous parler du blanchissement corallien. Une rapide définition de ce que c'est. Le corail est en association avec une microalgue photosynthétique, une relation qui est symbiotique. Et lorsque le corail est stressé, il va perdre son algue, il va y avoir une rupture de la relation, et il va être comme ça privé de sa source, de nourriture principale. Si ce stress est prolongé trop longtemps, le corail peut mourir de faim, tout simplement. Et ce blanchissement est induit par plein de choses, par des stress qui peuvent être de toute origine, mais principalement en ce moment, c'est l'élévation des températures en lien avec le changement climatique. Ici, on a une carte qui représente l'étendue d'un événement de blanchissement massif lors de l'événement de El Niño de 2016. Et on peut voir que la majorité des sites observés, étudiés, présentaient plus de 30% des colonies blanchies à l'échelle mondiale. Donc c'est un phénomène qui est global. Et les rapporteurs du GIEC, ou de l'IPCC Report, ont stipulé que d'ici la fin du siècle, on a un risque de disparition de 70 à 90% des coraux. Quand on connaît l'importance des coraux pour les récifs, on imagine le dégât que ça peut faire. Deuxième partie de l'introduction va être tournée vers ce que c'est un récif isolé. Alors, dans le contexte des changements climatiques, ils sont particulièrement pertinents à étudier puisqu'ils sont isolés de toute autre forme de stress, des pressions dites locales liées aux activités humaines, telles que la pêche, telles que l'augmentation des invasions d'acanthaster ou l'écoulement d'eau polluée comme celles qui proviennent des activités minières ou agricoles. Donc c'est des récifs qui sont isolés de ces pressions et donc on peut étudier les stress sur ces environnements comme uniquement liés à ceux du changement climatique. Dans la littérature passée et présente, on a beaucoup d'exemples qui stipulent que l'isolement de ces pressions locales exacerbe le potentiel de résilience de ces écosystèmes. Une autre partie de la littérature, plus récente cette fois, stipule que parfois, et dans beaucoup de cas en fait, la résilience de ces écosystèmes est moindre face à l'élévation des températures puisqu'ils sont isolés de ressources pour venir piocher d'autres larves de coraux, d'autres écosystèmes. Et dans ce contexte, c'est des écosystèmes qui sont relativement peu étudiés. Il y a déjà eu des études en Nouvelle-Calédonie sur les récifs d'Entrecasteaux notamment, qui ont porté sur l'évaluation de l'état de santé général de ces récifs en étudiant ce qu'on appelle la couverture corallienne. Donc, on prend une surface donnée et on estime combien de pourcents est occupé par les coraux. Et on peut suivre cette évolution dans le temps. Alors, c'est une métrique qui est intéressante parce qu'elle est simple à mettre en œuvre, à mesurer, mais elle cache toute une série de dynamiques démographiques. Par exemple, pour une augmentation de la couverture corallienne dans le temps, on ne va pas pouvoir savoir, si on s'intéresse que à ça, on ne va pas pouvoir savoir si c'est l'arrivée de nouvelles colonies ou alors la croissance d'anciennes colonies. Et ça, d'un point de vue de la résilience, ça change tout. Récemment, en 2020, Edmund et Riegel ont publié une review qui encense la communauté scientifique qui étudie le corail et s'est tournée vers ce qu'on appelle des suivis démographiques. Ça permet notamment de tester des hypothèses sur pourquoi il y a une évolution de la couverture corallienne et d'implémenter ces résultats dans des projections futures, particulièrement pertinent quand on connaît la destinée des récifs coralliens d'ici la fin du siècle. Alors qu'est-ce que c'est un suivi démographique concrètement? On prend une zone d'étude et on va suivre la destinée de chacune des colonies présentes sur le site. On va regarder si elle va grandir, si elle va rétrécir, si elle va mourir, si elle va survivre, s'il y a des nouvelles recrues. En fait, on va suivre individuellement chaque colonie et sa destinée. Donc fort de ces idées, on a voulu initier un suivi démographique des récifs d'Entrecasteaux où on a défini 14 sites d'études qui étaient représentatifs de ce qu'on retrouve là-bas, donc des sites qui étaient plutôt sur la pente externe ou la barrière interne. Comme c'est des atolls, on n'a pas de terre émergée, donc c'est vraiment les deux principaux habitats qu'on retrouve en termes de récifs coralliens. Et on a organisé du coup deux campagnes océanographiques, une en mars 2023 et une en mars 2024 pour pouvoir étudier la dynamique sur ces 2 années. Concrètement, ces 14 sites d'études, ça correspond à la mise en place de transects fixes sur chacun de ces sites. On a percé le fond corallien, on a mis des barres en métal tous les 6 mètres et étendu, comme on peut voir sur les images, un décamètre, un mètre ruban de 30 mètres de long. Et pour capturer notre communauté, pour l'étudier, on a pris une vidéo GoPro à la verticale comme ça, en suivant le décamètre, et on capture 50 cm de part et d'autre du mètre ruban. Donc ça fait 30 mètres sur 1 mètre de large, 30 mètres carrés de site étudié.
Le long de ce transect, on a annoté numériquement, ensuite sur les vidéos, l'identification de chaque colonie, leur taille, leur position le long de transect, et la deuxième année, on a annoté une dynamique observée. Au total, c'est près de 7000 colonies qui ont été annotées. Donc ici, un exemple un peu de ce qu'on peut voir en récif l'année 1, l'année 2. Bon, ça bouge pas beaucoup, mais on voit que les colonies en rouge et bleu, par exemple, ont grandi. C'est assez net, et ça, d'un point de vue des annotations, c'est quelque chose qu'on va pouvoir analyser statistiquement. Donc, pour ce chapitre, on a imaginé des sous-parties en se demandant comment se regroupent les communautés coralliennes qu'on a observées d'un point de vue de leur composition taxonomique. Alors, petite définition de ce que c'est une communauté corallienne, c'est l'ensemble des espèces présentes sur un site. Donc on regarde, nous on n'a pas travaillé sur ce chapitre à l'échelle de l'espèce, mais à l'échelle du genre qui est moins résolutif en termes de taxonomie. Donc on regarde tous les différents genres sur un site. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les caractéristiques d'un point de vue taxonomique de ces communautés coralliennes. Et troisième partie, un peu la partie innovante de la thèse, c'est quelle est la dynamique de survie et de recrutement pour ces différentes communautés observées. Et donc, comment nos communautés se regroupent entre elles? On a fait une analyse de clustering avec une matrice de distance et on a pu avoir ce premier arbre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cet arbre? Plus mes sites sont proches entre eux, donc chaque ligne correspond à un site, à l'année 1 ou l'année 2, et plus nos sites sont proches en termes de composition, plus ils vont être proches sur l'arbre, plus moins ils vont être distants. En fixant un seuil arbitraire de comment les regrouper, on peut définir des groupes qui se ressemblent. Alors ici, on a défini par un seuil arbitraire 3 groupes distincts. Le premier, en bleu foncé, qui regroupait tous nos sites extérieurs, donc c'est quelque chose auquel on s'attendait. Nos sites en pente externe se ressemblent. Et donc en bas de l'arbre. En haut de l'arbre, on a nos sites qui ont été observés en intérieur, sur la barrière interne, et cela se subdivise en 2 groupes qu'on a appelés groupe 1 et groupe 2. Alors maintenant, on va creuser un peu pourquoi ils sont différents. Donc cette représentation reprend la même base, c'est une matrice de distance entre mes sites. Et donc ici, on a en 2 dimensions une représentation. Plus mes sites sont proches sur le graphe, plus ils sont proches d'un point de vue de leur composition. On a colorié en fonction des mêmes clusters qu'on avait trouvés précédemment pour voir un peu comment ils se différenciaient et si c'était robuste. Effectivement, on a une distinction qui est assez claire entre nos différents clusters. Et le fort de cette analyse, c'est de pouvoir voir par quel genre corallien ils sont influencés ou en tout cas dominés. Ici, par exemple, nos sites extérieurs vont être dominés par les genres Acropora, Isopora, Galaxea. Nos sites intérieurs groupe 1 vont être dominés par le genre Montipora, Dipsastrea ou Porites, cet énorme massif qu'on peut voir à côté du plongeur. Et nos sites intérieurs groupe 2, qui sont un peu différents des autres, sont dominés par le genre Stylophore. Derrière, une fois qu'on avait pu voir un peu ces différentes caractéristiques, on a voulu aller voir si les dynamiques de ces différentes communautés pouvaient expliquer ces différences de composition. Et donc, on n'a pas pu faire ça sur tous les éléments de la communauté parce que ça fait des graphes imbuvables. Et on a sélectionné 6 genres qui étaient représentatifs de nos communautés et qui étaient surtout présents sur tous nos sites pour pouvoir comparer l'entièreté de nos sites. Et donc, on a voulu regarder d'abord le recrutement, donc le nombre de recrues moyen par site. Ici, on a sur notre cluster 1, donc les sites extérieurs, le nombre moyen de recrues par site. Donc, globalement, on a, mis à part le genre Acropora, on a très peu de recrutement. C'est quelque chose auquel on s'attendait. C'est des récifs qui sont isolés, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui sont du coup isolés d'apports larvaires extérieurs. Donc, il y a un faible recrutement sur ces récifs. C'est quelque chose qui était assez connu. Et à l'exception de Acropora, où on a une moyenne d'environ 10 recrues par transect de 30 mètres, avec une forte variabilité tout de même à noter, de l'ordre pour le maximum observé de plus de 25 et pour moins de 5 pour les plus faibles. Quand on compare ça à nos 2 groupes de sites intérieurs, on voit qu'il y a une nette différence de recrutement, et donc ça peut expliquer notamment que le fait que ces sites extérieurs sont principalement dominés par des Acropora, ça peut être expliqué aussi par de forts recrutements de ce genre. On peut... Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Peut-être je peux le faire à la main. Ouais. Okay. Donc on a voulu regarder après la survie de nos colonies. Donc en fait, l'année 1, on mesure toutes nos colonies, l'année 2, on revient, on voit si elles ont survécu. Et donc on peut modéliser la probabilité de survie en fonction de la taille de l'année précédente. Donc ici, c'est ce qu'on a. En abscisse, on a la taille à l'année 1, et en ordonnée, on a la probabilité de survie. Si la colonie était morte l'année 2, on lui a donné la note de 0. Si elle était vivante, on lui a donné la note de 1. Et en combinant toutes nos données, on peut avoir cette courbe qui modélise la probabilité de survie en fonction de la taille. Et donc, on peut voir que
pour une grande majorité des composantes de ma communauté, pour nos sites extérieurs, on a une probabilité de survie relativement stable, autour des 75% de survie tout au long de ce gradient de taille, avec notamment quand même à noter une petite tendance à l'augmentation avec la taille, à l'exception de Favites, en jaune ici, où on peut voir qu'il y a une probabilité de survie extrêmement faible pour les petites colonies. Quand on compare ça à nos sites intérieurs groupe 1, on voit qu'il y a une chute de cette probabilité de survie pour les petites colonies, et donc c'est quelque chose à noter en termes de résilience de ces écosystèmes. Si on compare ça à notre dernier groupe, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit, c'est qu'on a une relation inverse de probabilité de survie en fonction du morphotype. Ici, pour nos colonies Stylophora en rose, Acropora en bleu et Pocillopora en violet, on voit qu'on a une relation positive entre la taille et la survie, et donc c'est des colonies qui sont branchues, et on a cette relation inverse avec nos colonies qui sont massives, donc Dipsastrea, Favites, Porites. Donc le morphotype va influencer, sur ces sites-là du moins, la probabilité de survie des petites colonies. Donc voilà, un peu pour ces premiers résultats de thèse. Ça peut permettre de donner des clés pour comprendre la dynamique de ces écosystèmes et leur résilience dans un contexte de changement climatique. Un peu pour les perspectives, on a prévu de faire exactement la même chose sur les récifs de Chesterfield et sur les récifs barrières devant Nouméa pour avoir une référence un peu de sites non isolés. Donc la prochaine campagne aura lieu en novembre au Chesterfield. Ce sera la deuxième campagne, donc on va pouvoir également faire de la dynamique. Toute une partie de la thèse est tournée vers ce qu'on appelle les performances physiologiques, performances photophysiologiques, puisqu'on regarde les performances des microalgues associées, et on va vouloir associer ces performances physiologiques, leur état physiologique, à des traits de survie, de croissance observée, donc relier un peu ces deux aspects-là de la recherche. Et ça se fait en collaboration étroite avec la King Abdullah University of Science and Technology en Arabie Saoudite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions. Merci. Merci Sébastien pour l'exposé. Donc, on a des gros moyens mis en œuvre pour faire ce genre de travaux. Parce qu'il faut se rendre sur les sites. Moi, j'ai vu que c'était avec le bateau. Oui, c'est avec le parc marin. Ils nous mettent à disposition le bateau de l'Amborella, donc c'est top pour y aller. Parce que ça demande effectivement des moyens très importants, quoi. Donc, pour reconnaître l'impact des changements climatiques sur les différentes familles de coraux. Donc, la parole est à la salle. Voilà. Y a-t-il des questions pour Sébastien? Oui, Eric. Ça arrive. Merci Sébastien. Alors une question de non spécialiste des coraux. Tu as parlé de l'événement de blanchissement de 2016, qui avait été très marqué, mais en 2024, il y a l'épisode de blanchissement très fort qui a notamment dévasté la grande barrière de corail australienne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est des coraux, des récifs calédoniens et en particulier des zones isolées? Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Alors, ouais, c'était quelque chose que je voulais dire en introduction, j'ai un peu oublié, mais effectivement, on est dans une période de blanchissement massif, la 4e recensée. Et du coup, quand on y allait en mars à Entrecasteaux, on s'attendait à avoir du blanchissement, en tout cas plus que l'année précédente, et pas du tout le cas. On a observé des colonies qui étaient bien colorées, bien plus que l'année précédente. Et donc, on était assez surpris. Et on ne sait pas encore ce qui s'est passé au Chesterfield. On a essayé d'avoir des informations, mais ça n'a pas pu se faire. Chesterfield, qui est du coup un récif plus proche de l'Australie, plus proche de la grande barrière de corail, là où il y a eu beaucoup de blanchissement cette année. Et donc, en novembre, on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre en allant sur place. Merci. Merci Sébastien pour cette présentation. Moi, je me demande, à part le changement climatique, est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez mesurés, par exemple le pH ou autres facteurs que vous avez mesurés pour parler de blanchissement des coraux aussi? Et également, comme ce sont des organismes vivants, est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait un élément organique dans le milieu peut empêcher ou favoriser le développement de ces coraux? Donc, voilà. Par élément organique, tu parles de... Je ne sais pas ce qu'ils mangent et un élément qu'ils mangent, je ne sais pas. Alors, c'est l'objet de beaucoup de recherches actives en ce moment, la nutrition des coraux. C'est pas quelque chose qu'on va mesurer dans le cadre de cette thèse,
mais il y a des projets qui sont en cours en Nouvelle-Calédonie qui vont arriver là d'ici quelques mois sur la nutrition des coraux et voir à quel point ça joue un rôle important dans leur résilience. Pour les autres stress qui pourraient impacter les coraux, dans ces régions-là du monde, ça va pouvoir être les cyclones, par exemple. Passage d'un cyclone sur des récifs peu profonds, comme ça fait beaucoup de dégâts. Mais voilà, comme je disais, c'est des récifs qui sont protégés, qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Là, c'est classé en réserve intégrale, donc c'est uniquement les scientifiques ou les patrouilleurs pour des questions de défense qui peuvent s'y rendre. Donc, ils sont déjà protégés au maximum et il n'y a pas d'autre impact que ceux qui sont liés à des événements météorologiques extrêmes ou à l'élévation des températures. Vous parlez de patrouilleurs après un cyclone, je me demande quelle est la proportion, où est-ce qu'on peut impliquer la recherche participative, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a pas mal de plongeurs, d'autres personnes. Est-ce qu'il est possible, avec une méthodologie bien ficelée, d'intégrer d'autres personnes qui ne sont pas dans le domaine, mais en les formant, en mobilisant la science participative pour ces recherches? Parce que j'imagine, comme a dit le directeur, ça demande beaucoup de moyens, mais si on implique d'autres personnes, vous pouvez avoir un jeu de données beaucoup plus important avec moins de moyens. Ouais, non, c'est toute la problématique des récifs éloignés, isolés, c'est que pour y aller, ça nécessite des moyens. On ne peut pas, je veux dire, un club de plongée, par exemple, pourrait pas s'y rendre comme ça. Ça nécessite trop de temps, trop de moyens, Par contre, pour les récifs autour de la Grande Terre, c'est tout à fait possible et c'est déjà le cas. Et c'est des suivis du ROR qui sont notamment pris en charge par une association qui s'appelle Paladalic et qui, avec des bénévoles, chaque année, regarde l'évolution des récifs tout autour de la Grande Terre. Donc c'est des choses qui sont déjà en place. Et donc ça, c'est pour les suivis au cours du temps. Et il y a beaucoup de discussions qui sont en cours pour travailler aussi sur des indices de blanchissement tout autour de la Grande Terre. Donc c'est des choses qui sont en cours et qui sont déjà faites. Mais pour ces récifs éloignés, c'est un peu compliqué. C'est un peu loin. C'est un peu compliqué. Oui, on prend 2 autres questions. Voilà. Après, Madame Le Cellier. Ouais. Sébastien, après monsieur, madame. Donc j'ai une petite question. Alors, je voulais savoir si j'ai bien compris. Ouais. J'ai saisi le fait que plus les colonies ou les coraux sont gros, plus ils ont de chances de résister au blanchissement. Donc, bon point. En tout cas, on ne sait pas si c'est à cause du blanchissement qu'ils sont morts, mais en tout cas, ils ont de plus grandes chances de survie. C'est quelque chose qui est assez commun chez nous. Alors, mon autre question, c'est savoir si, par l'intelligence artificielle et des drones sous-marins, on pourrait imaginer que tes données soient utilisées pour faire des cartographies sur des plus grandes surfaces que l'échelle humaine, en fait. Oui, totalement. Toutes les annotations que j'ai faites, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un travail qui est stimulant au début, et puis au bout d'un mois, voilà, ça devient extrêmement répétitif. Et ça peut être des données qui peuvent être implémentées dans des intelligences artificielles pour pouvoir reconnaître les coraux directement sur les vidéos et pouvoir faire ça sur des beaucoup plus grandes surfaces. Parce que, grosso modo, analyser une campagne, ça prend 1 mois et demi à 2 mois. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Il y a une incertitude quant à l'identification des coraux parce que c'est un groupe du vivant qui est difficile à identifier de par leur similarité entre les espèces, entre les genres. Et du coup, il faut encore calibrer bien les IA. Il faut bien comment dire, elles doivent apprendre correctement pour bien les reconnaître. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé fortement, qui est déjà fait pour les poissons, par exemple. Beaucoup. Merci. Je me demandais comment tu pouvais distinguer une recrue d'un clone ou d'une cassure d'acropora, parce que les acropora, ils se cassent très facilement. Enfin, je ne sais pas lesquels vous avez suivis. Et voilà, si tu as des informations, es-tu sûr que ce sont bien des recrues? Alors, c'est un peu les limites de la méthode, comme on prend une vidéo, de distinguer vraiment ce que c'est un recrutement. Du coup, on a défini notre définition, elle est assez, c'est la recrue juvénile de corail. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu, qui s'est installé les années d'avant, et qu'on a pu distinguer sur notre vidéo comme étant une nouvelle colonie qui s'est implémentée là. Mais elle était déjà là l'année précédente, mais c'est un recrutement de corail juvénile. Et comme on applique la même méthode pour tous nos sites, on peut voir un peu le pool de coraux qui va arriver, en tout cas qui va pouvoir augmenter nos adultes
chaque genre. Je ne sais pas si c'était très clair. On peut les différencier de fragments puisque, comment dire, une nouvelle recrue qu'on va pouvoir voir, on revient sur la vidéo de l'année précédente et on voit qu'effectivement il y a une petite tache qu'on n'a pas pu distinguer à ce moment-là parce qu'elle était trop noyée enfin, trop petite pour qu'on la distingue à l'œil. Par contre, elle a grandi et ça, on voit qu'effectivement, il y avait une tache l'année d'avant. Donc c'est comme ça qu'on différencie les fragments, en tout cas, des recrues. Et du coup, comment expliques-tu qu'il y a des recrues d'Acropora plus facilement que... Ça, c'est... On ne s'est pas encore posé cette question. C'est des données qui sont assez fraîches, c'est des représentations qu'on a fait pour les doctorales, donc on va passer un temps là-dessus à interpréter ces résultats. Mais ça nous a pas beaucoup surpris puisque Acropora c'est quand même un genre corallien qui a un fort potentiel de recoloniser des milieux une fois qu'ils ont été impactés.